Bonjour Marjolaine. Bonjour. Alors quel est le sujet de cette vidéo? Alors c'est l'histoire du handicap à travers les âges et pour ça je vais être accompagnée par un grand comédien qui s'appelle Christophe Fluder. Mais alors pourquoi ce sujet? Parce qu'il y a eu une loi en 2005... Bonjour madame. Alors, j'entends qu'on parle de moi. Il y avait une question, peut-être que je peux répondre éventuellement. Oui, pourquoi ce sujet? Ça dérange pas? Non. Écoutez, c'est une manière de prendre un petit peu de hauteur sur le sujet justement, ou un petit peu de recul plutôt. Oui, enfin finalement c'est une question de point de vue. Oui, voilà, de moi. Voilà, c'est ça. Bonjour à tous. Bonjour. Nous allons parler du handicap dans l'histoire. Mais pour commencer, savez-vous que le terme de handicap est très récent? Il est apparu au début du XXe siècle, et celui de travailleur handicapé en 1957 seulement. Il est associé à un ensemble de personnes et à des droits spécifiques pour favoriser l'égalité des chances entre tous, que ce soit dans la vie professionnelle, sociale ou à l'école. Mais pour autant, peut-on dire qu'aujourd'hui cette égalité soit une réalité? Avons-nous véritablement réalisé des progrès dans ce domaine depuis la naissance de l'Homo sapiens? Pour répondre à cette question, nous allons remonter le temps et voir comment nos ancêtres prenaient en charge les plus faibles et considéraient la différence. Durant ce voyage, nous n'utiliserons plus le terme de handicap, mais celui d'infirme, invalide ou impotent. Ce sont les termes que l'on employait aux différentes époques que nous allons parcourir. C'est parti, alors allons-y, direction la préhistoire. Les plus vieilles traces d'infirmité remontent à 90 000 ans avant Jésus-Christ. Dans une grotte du Moyen-Orient, des archéologues ont retrouvé le squelette d'un homme de Néandertal, borgne, amputé d'un bras, et pourtant, cet homme a vécu jusqu'à environ 50 ans. Ce qui est plutôt vieux pour l'époque, on est d'accord. Pour vivre aussi longtemps avec autant d'infirmités, oui, parce que le gars cumulait quand même, c'est que ses congénères se sont occupés de lui, l'ont nourri, etc. Tout à fait. Ajoutons aussi que la façon dont il a été enterré montre qu'il était traité à l'égal des autres. Déjà, dès l'aube de l'humanité, nos ancêtres prenaient soin des plus faibles. Faisons un nouveau bond dans le temps et allons jusqu'à la période antique. Ah, la Grèce antique, ces corps parfaits, ces dieux de l'Olympe. Et je m'y connais, Apollon, Aphrodite. Oui, enfin ça c'est l'image un peu carte postale de la Grèce antique. Dans la réalité, bien entendu, les corps sont loin d'être tous parfaits. Tu dis ça pour moi? Pas même ceux des dieux d'ailleurs, on verra ça tout à l'heure. Comme à chaque époque, certains enfants naissent avec une malformation, les accidents de la vie, les guerres incessantes ou encore les problèmes de nutrition provoquent d'autres infirmités et des retards de croissance. Sans compter que la médecine est plutôt balbutiante et qu'on ne sait pas forcément bien réparer les corps. Donc il y a beaucoup d'infirmes, mais les Grecs, comme les Romains d'ailleurs, vivent en communauté familiale. Tout le monde se connaît et du coup personne n'est rejeté du fait de sa différence. Elle fait partie du quotidien et puis c'est tout. Voilà, attention, c'est pas une période idyllique non plus. En particulier, les enfants qui naissent avec une malformation visible sont appelés des monstres. Je sais, le terme n'est pas joli, mais c'est ce qu'on utilise à l'époque. C'est-à-dire que ces naissances-là, on ne sait pas les expliquer. Donc il ne peut s'agir que d'une malédiction envoyée par les dieux. Que fait-on alors de ces nouveau-nés avec un pied beau ou des doigts en surnombre? Eh bien, on pratique ce que l'on appelle l'exposition, qui est d'ailleurs recommandée par Platon, Aristote ou Plutarque. Ces enfants sont déposés en dehors des villes et livrés à leur destin, souvent funeste. J'aurais pas tellement aimé vivre à cette époque, moi. Ouais, alors attends, tu vas voir. Déjà, tous les enfants difformes ne sont pas exposés. Des parents choisissent de garder ces bébés. Et puis, certaines infirmités ne sont pas visibles dès la naissance. Et c'est le cas des enfants atteints de nanisme. Ah bah là, ça commence à m'intéresser, ton histoire. Oui, d'autant plus que dans l'Antiquité, les nains jouissent d'une aura particulière. Ouais. Ils sont considérés comme des intermédiaires entre les hommes et les dieux. Ils peuvent ainsi occuper une position sociale élevée dans la société. En Égypte antique en particulier, ils servent les pharaons. Le nain est souvent associé à la fertilité. On le dit pas assez. Plusieurs dieux d'ailleurs sont représentés sous la forme d'un nain, et c'est le cas de Bès, le dieu qui protège les humains contre les esprits malfaisants. Je crois que j'aurais bien aimé vivre à cette époque finalement. C'est vrai aussi qu'à cette période, les aveugles et les sourds peuvent être considérés comme supra-humains. Cicéron dira même combien ces infirmités peuvent être des particularités riches. Il y a des plaisirs de la nuit et du silence que ne goûtent pas les gens qui voient et qui entendent. C'est beau, hein?
Dès l'Antiquité, les Grecs ont également cherché à compenser l'infirmité physique à l'aide de prothèses de mains et de pieds. D'ailleurs, après la Première Guerre mondiale, on s'est intéressé à ces prothèses fabriquées dans l'Antiquité. Et les esclaves aussi servent à compenser l'infirmité. Ils peuvent guider leurs maîtres malvoyants ou porter ceux qui ont des difficultés à marcher. Pratique. C'est l'ancêtre du service à la personne. D'ailleurs, chez les dieux aussi, on retrouve des infirmes. Héphaïstos, par exemple, dieu du feu et de la métallurgie, doté de pouvoirs magiques, était boiteux. Oedipe était boiteux également, même s'il est vrai qu'il est davantage connu pour son complexe. Merci, monsieur Freud. Ah, c'est pas tout ça, mais le Moyen-Âge nous attend. Allons-y. À partir du 5e siècle après Jésus-Christ, la société va profondément changer et entrer dans cette longue période d'environ 1000 ans qu'est le Moyen-Âge. Ce Moyen-Âge, on l'imagine obscur et barbare, alors on se dit que pour les plus faibles, ce sera pire. Mais à cette époque se répand une nouvelle religion, le christianisme. Et cette religion bouleverse complètement les mentalités et les perceptions. On va tout expliquer et tout voir par le prisme de Dieu. La différence, quant à elle, est considérée comme la preuve de la puissance de Dieu. Si Dieu a créé des étrangetés, des bizarreries, c'est à dessein. D'ailleurs, vers 400 après Jésus-Christ, saint Augustin dit que Dieu a créé de façon prolifique et de façon esthétique. Selon lui, l'infirmité est un des aspects de la bigarrure de la société. La dissemblance n'est pas un hasard ni une punition, mais la marque du Créateur. Toutes ces belles idées, malheureusement, ne dureront pas. Par temps de guerre et de famine, comme c'est toujours le cas, la générosité est moins importante et la suspicion vis-à-vis de l'autre règne. Mais en attendant, le christianisme a imposé comme valeur fondamentale la charité. Eh oui, la fameuse charité chrétienne. Elle se manifeste alors par des dons et des legs importants aux fondations hospitalières et aux monastères et aussi par des distributions de vivres. Elle permet aux riches d'assurer leur salut dans l'au-delà et d'asseoir leur reconnaissance sociale. Plus ils donnent, plus ils sont bien vus par les hommes et par Dieu. Mais concrètement, ça se traduit comment pour les pauvres et les infirmes ? Eh bien, si une personne ne peut pas subvenir à ses besoins, ni être prise en charge par sa famille, elle va être aidée par l'Église. Ça va être le cas de tous les pauvres, qu'ils soient valides ou infirmes. Ils sont accueillis dans les léproseries et les fondations hospitalières. Attention, il faut comprendre le terme « hôpital » dans le sens « accueil » et non pas « lieu de soins ». Mais à partir du milieu du XIVe siècle, le contexte change encore. Oui, à cette époque, les épidémies, la peste, les guerres bouleversent la société. Elles la plongent dans des années sombres marquées par le vagabondage, la truanderie et la famine. La maladie et surtout l'infirmité sont perçues comme liées au péché ou comme un châtiment de Dieu. La folie devient une manifestation de Satan. Les lépreux, à l'instar des Juifs, deviennent des boucs émissaires responsables de tous les malheurs. Et ce sentiment est exacerbé par le développement des villes. L'étranger, le différent, fait peur aussi parce qu'on ne le connaît pas. On devient suspicieux à l'égard des pauvres et des infirmes. On cherche alors à distinguer les infirmes authentiques des faux, sachant qu'il existe à l'époque des clans de mendiants où l'on n'hésite pas à se grimer en infirme, voire à s'automutiler pour susciter la pitié. Dès lors, ceux qui peuvent travailler, les mendiants valides et les faux infirmes, sont sommés de travailler. On assiste là à une séparation historique entre infirmité et travail. C'est la première fois qu'on dispense officiellement les infirmes, les vrais, du travail en leur accordant le droit à l'assistance. Mais bien sûr, l'infirmité ne concerne pas que les pauvres. Les riches aussi sont concernés. Oui, en raison de la consanguinité à l'intérieur des familles princières, les infirmités sont fréquentes. Mais cela ne les empêche pas de régner ou de combattre. Les exemples abondent. La mère de Charlemagne, la reine Berthe, avait un pied beau. Charles VI, dit le bien-aimé ou le fol, régnait au XIVe siècle malgré son infirmité mentale. Autre exemple, mon préféré, Jean Ier de Luxembourg, roi de Bohême. Il est devenu aveugle en 1340 et a continué à régner. En pleine guerre de 100 ans, lors de la bataille de Crécy, attaché à ses 2 chevaliers, il s'est lancé dans la mêlée et a balancé son épée dans tous les sens. Ennemis comme amis ont pris autant de coups. Mais finalement, il a péri durant cette bataille. Oui, et à cette époque aussi, les nains sont traités à part. Les rois et les princes aiment s'entourer de nains, comme par exemple Henri II ou François Ier. En Espagne, Velázquez a immortalisé leur présence dans son célèbre tableau « Les Ménines ». Aubaine ou exhibition forcée, chacun choisira son interprétation.
En tout cas, la malformation de ces personnes leur a permis de bénéficier d'une sorte de discrimination positive, comme on dirait aujourd'hui. Ah, quand même. Avec à la clé emploi, statut social et privilège de tourner en dérision la société, rien que ça. À noter pour conclure cette période que de véritables progrès ont été réalisés en matière de médecine, avec notamment Ambroise Paré, qui, dès le XVIe siècle, innove en matière d'amputation avec une technique de ligature des artères. Il a aussi conçu des prothèses très ingénieuses pour l'époque. C'est véritablement au XVIIIe siècle qu'un nouveau changement va s'opérer. À partir de ce siècle des Lumières, la raison prend le pas sur la religion. On définit un être humain par sa capacité à raisonner, ce qui signifie que les personnes dépourvues de raison, qu'on appelle les imbéciles ou les fous, sont considérées comme des intermédiaires entre l'homme et la bête. D'ailleurs, au XVIIIe et XIXe, la sortie du dimanche peut consister à aller voir les fous enchaînés à Bicêtre. À la fin du XIXe, encore, il existe des foires aux monstres dédiées au divertissement. Heureusement, le médecin Philippe Pinel s'est battu pour l'abolition de l'entrave des malades mentaux et pour l'humanisation de leur traitement. Par ailleurs, on va chercher à réparer, à guérir en quelque sorte, les infirmes physiques et sensorielles. Les encyclopédistes apportent une nouvelle vision, notamment l'idée de l'égalité entre les humains à la naissance. Dans cette logique, Denis Diderot a écrit sa fameuse « Lettre sur les aveugles à l'attention de ceux qui voient ». Dans cet essai, le philosophe cherche à démontrer l'égalité des esprits pourvu qu'on leur consacre suffisamment d'instruction et d'éducation. L'éducation des infirmes sensorielles devient donc une de leurs préoccupations. Naissent alors des instituts d'éducation spécialisés. L'abbé de l'Épée, par exemple, fonde la première école publique pour les enfants sourds, où il invente la première langue des signes. Valentin Haüy, de son côté, fonde l'institution pour les jeunes aveugles et invente des caractères en relief pour leur ouvrir l'accès à la lecture. Plus tard, c'est la méthode inventée par un de ses élèves, un certain Louis Braille, qui sera largement propagée. Les infirmes physiques, quant à eux, ne bénéficient pas d'instituts d'éducation spécialisés. Néanmoins, à partir du XIXe siècle, on cherche à redresser les corps. Les difformités sont traitées dans les nouveaux instituts orthopédiques et de climatothérapie. Là, les dispositifs matériels sont impressionnants. Alors que je t'étire le dos à l'aide d'un lit extenseur, que je te mette un corset pour corriger cette affreuse scoliose, que j'utilise l'appareil de Scarpa pour redresser un pied-bot, bref, ces établissements et leurs soins coûteux sont réservés à ceux qui en ont les moyens. Le 19e siècle, c'est aussi la révolution industrielle. Et avec elle, l'augmentation du nombre d'accidents du travail liés à une main-d'œuvre toujours plus importante et des conditions de sécurité et d'hygiène inexistantes. Il n'y a pas encore de code du travail. Il faudra attendre 1910. Face à la rudesse de cet environnement professionnel, les mouvements ouvriers s'organisent pour défendre leurs droits. En 1895, ils s'unissent pour créer la Confédération Générale du Travail, dite CGT, la première centrale syndicale. Puis, en 1898, une loi est enfin promulguée en France pour reconnaître et indemniser les accidentés du travail. Mais ce qui va véritablement bouleverser la perception et la prise en charge de l'invalidité, c'est la Première Guerre mondiale. Avec le carnage de la guerre 14-18, l'invalidité est devenue un phénomène de masse. La France a perdu 10% de sa population active et compte 3,6 millions de blessés. Plus d'1 million d'entre eux sont reconnus comme des invalides permanents, 56 000 ont été amputés et 10 à 15 000 sont des grands blessés du visage, les fameuses gueules cassées. Ces soldats blessés pour la France, on veut les réparer, les réintégrer, surtout que le pays est en manque de main-d'œuvre. La fabrication de prothèses, d'ailleurs inspirée des modèles de l'Antiquité, se généralise. Ajoutons également que la chirurgie réparatrice et les amputations font des progrès énormes. Par ailleurs, toute une série de lois et de dispositifs sont mis en œuvre pour favoriser cette réintégration dans le monde du travail. Des centres de rééducation professionnelle sont créés pour enseigner un nouveau métier à ces soldats atteints de dommages physiques. Et peu à peu, ces centres accueillent aussi tous les infirmes civils. Ajoutons tout de même que pour les dommages psychologiques, les médecins restent assez démunis. Cette volonté d'insertion professionnelle est également portée par les personnes handicapées elles-mêmes. Pour elles, le travail est un moyen d'être autonome et de s'émanciper. C'est aussi au début du XXe siècle que naissent certaines grandes associations de défense des droits des personnes handicapées, que l'on connaît aujourd'hui comme l'ADAPT,
créée par Suzanne Fouché, ou encore l'Association des paralysés de France, fondée par André Tranois. Mais la guerre de 39-45 impose une parenthèse dans l'évolution de l'intégration des infirmes et des invalides. Durant cette sombre période, une politique d'élimination des enfants puis des adultes handicapés est pratiquée par le régime nazi, qui va bien au-delà de l'exposition de l'Antiquité. On dénombre entre 200 000 et 250 000 victimes. Si l'Allemagne devait avoir 1 million d'enfants par an et se défaire des 700 ou 800 000 les plus faibles d'entre eux, il en résulterait peut-être au final un accroissement général de notre force, a déclaré Adolf Hitler en 1929. Dans l'immédiate après-guerre, la création de la sécurité sociale favorise la prise en charge des soins et de la réadaptation des personnes handicapées. Dans les années 1950, le secteur du travail protégé se développe. Ce sont des ateliers ou des entreprises où travaillent des personnes handicapées qui ne sont pas adaptées au monde du travail ordinaire. Je dirais plutôt pour lesquels le milieu de travail ordinaire n'est pas adapté. C'est vrai. C'est effectivement ce que les personnes handicapées revendiquent aujourd'hui, selon cette idée que le handicap n'existe pas en soi, mais apparaît si l'environnement n'est pas adapté et accessible à tous. Si la notion de charité puis du devoir d'assistance a prévalu depuis le Moyen-Âge, au XXe siècle, c'est l'idée d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées qui prime. Pour accompagner ce changement de perception, le vocabulaire s'adapte aussi. Vous l'aurez remarqué, depuis tout à l'heure, on utilise le mot handicap. Désormais, on définit et on dénomme les personnes handicapées. Ainsi, au fil des années, les législateurs successifs adoptent des lois pour faciliter l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Ces lois tentent de favoriser également l'inclusion et même l'égalité des chances entre tous les citoyens. C'est le principe de la loi dite handicap de 2005, fondée sur la non-discrimination et le droit à la compensation. Cette loi introduit par ailleurs le trouble psychique comme origine possible d'un handicap. Donc on vient de le voir, la définition de handicap et de personne handicapée ouvre des droits, mais d'un autre côté, cela enferme dans une identité, celle d'une personne porteuse d'une déficience. Une identité dans laquelle les personnes concernées ne se reconnaissent pas aujourd'hui et dont elles veulent se détacher pour être considérées comme des citoyens, point. Alors quel est le bilan de ce voyage dans le temps ? Est-ce que vous pensez que nous avons accompli quelques progrès dans l'inclusion des personnes handicapées ? Bien sûr que oui. Sur le plan de la compensation et sur le plan médical, nous avons considérablement progressé et nous progresserons encore. Sur le plan de l'inclusion, c'est-à-dire de l'acceptation de l'autre dans sa différence, n'avons-nous pas quelques enseignements à retenir de nos ancêtres ? Est-ce qu'on ne pourrait pas espérer vivre enfin dans une société inclusive qui propose un rôle et une place à tous ceux qui sont fragilisés ? Je ne veux pas être identique aux autres, non. Mais j'aimerais que l'environnement soit adapté et accessible pour me permettre d'être égal aux autres. Pas identique, mais égaux. C'est bon, coupez. J'ai bien fait la fin, c'était pas mal. C'était pas mal. C'était pas mal. Tu vois, on aurait été en Égypte, hein, tu te rends compte que j'aurais été un dieu? Ouais, enfin un demi-dieu, quoi. Oui, un demi-dieu, mais dieu quand même, quand même pas mal. Pas mal. On se retrouve tout à l'heure? Oui, tout à l'heure, je sais. Il y a un truc qui est prévu après, je veux dire bon. Ah Bertrand aussi. Ouais, mais moi j'avais prévu des trucs ce week-end en fait. Putain, il faut chier.